Salam alaikum. D'abord, je voulais m'excuser pour le petit retard. Bon, je cherchais en fait à mettre la présentation dans le live. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à le faire. Je m'excuse pour ça. On va essayer, Inch'Allah, de le faire pour la prochaine fois. Et encore une fois, je vais essayer de partager avec ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur les commentaires. La présentation que je vais essayer de dérouler oralement. Très bien, donc Inch'Allah, le thème de cette séance, ça va être l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez suivi le premier live il y a une semaine, le focus, donc on a essayé un peu d'introduire l'ensemble des concepts relatifs à l'intelligence artificielle, donc en commençant d'abord par définir ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que l'intelligence artificielle, l'ensemble des termes associés à l'intelligence artificielle, les technologies de manière très générale. Puis nous avons en fait parlé de manière très rapide de l'impact de l'intelligence artificielle sur le business, comment s'y mettre, quels sont les domaines dans lesquels il faut travailler, enfin il faut utiliser l'intelligence artificielle, et bien sûr l'impact aussi de manière générale sur un certain nombre d'éléments, notamment relatifs à la stratégie d'un pays dans le domaine digital. Donc, alors, dans la continuité, ce qu'on va essayer de faire dans ce live, c'est peut-être donc rapidement parler du contexte de l'IA, on va dire de manière globale, de manière historique et dans le cadre de la transformation digitale d'un pays. Et puis rentrer de manière un peu plus détaillée au contexte des entreprises, des industries, voir quel type d'impact on peut avoir dans ce type de contexte. Donc déjà pour la partie, on va dire, un peu plus historique, donc l'intelligence artificielle aujourd'hui est un driver fondamental de ce qu'aujourd'hui on commence à appeler de manière commune la quatrième révolution industrielle. Alors la quatrième révolution industrielle, c'est, on va dire, une succession de transformations technologiques, économiques et sociales qui sont aujourd'hui en train d'impacter de manière très forte l'évolution de nos sociétés. Alors, pourquoi la quatrième? Parce que d'abord, il y a eu une première révolution industrielle qui est celle de la mécanisation. Donc, c'est le fait que le travail manuel, physique, dangereux a été repris par des machines. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, il y avait un deuxième niveau qui est le niveau de l'électrification. Donc là, on a introduit, donc il y a eu l'introduction des trains, il y a eu l'introduction des machines à vapeur, etc. Et donc on a commencé un peu à travailler aussi sur l'électrification. Troisième révolution, donc début du XXe siècle, c'est toute la partie électronique, donc l'introduction de l'électronique et de l'électronique embarquée dans les systèmes industriels, donc les automates, les processeurs, etc., qui ont commencé en fait à intégrer le tissu industriel. Et maintenant, la quatrième révolution industrielle qui est aujourd'hui portée par la digitalisation. Alors, quand on parle de digitalisation, ça renvoie à quelques termes, quelques technologies, mais disons que les plus importantes, c'est aujourd'hui des technologies de type mobile, réseaux sociaux, IoT, Internet des objets et intelligence artificielle. Donc ça, c'est disons, les quatre grands drivers. Bon, bien sûr, quand on dit intelligence artificielle, il y a aussi dedans toute la discipline aussi de big data et d'analytics qui vient avec. Alors, en même temps, donc, en parlant justement de cette quatrième révolution industrielle, il faut qu'on note que cette révolution aujourd'hui, elle va de manière claire, de la même façon que la première, la deuxième et la troisième révolution, elle va avoir un impact fondamental sur le fonctionnement interne des entreprises. Donc, quand je dis fonctionnement interne, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de métiers qui vont disparaître, un certain nombre de tâches qui vont être automatisées, un certain nombre de nouveaux métiers qui vont se créer, et tout ça va de manière fondamentale changer la manière avec laquelle l'entreprise, le tissu industriel fonctionne et l'économie fonctionne de manière générale. Donc ça, c'était une introduction pour dire dans quel contexte se situe cette automatisation. Alors, bien sûr,
On renvoie toujours, quand on parle d'intelligence artificielle associée à l'économie ou associée aux entreprises, à l'automatisation. Bien sûr, l'automatisation, elle a commencé depuis plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années, avec un certain nombre de tâches qui ont commencé à être automatisées au sein des entreprises. Alors, juste pour vous donner un exemple, par exemple, aujourd'hui, quand on appelle un serveur vocal interactif, c'est de l'automatisation. Donc, on a automatisé, par exemple, aujourd'hui, un travailleur qui veut avoir des informations sur ses déclarations CNSS, il peut appeler un numéro vocal et il va pouvoir savoir combien de jours ont été déclarés, quelle est la date de sa dernière déclaration et éventuellement il peut avoir aussi accès à ses dossiers maladie et à ses allocations familiales. Donc ça, c'est de l'automatisation aussi, donc, qui a commencé déjà donc, au moment de l'électronique, donc l'intégration de l'électronique, et qui a continué avec l'informatique standard, donc avec tous les programmes qui ont commencé en fait à gérer de manière automatique un certain nombre de choses. Dans cette automatisation, il y a aussi tout ce qui est kiosque, par exemple. Donc, quand on part dans un aéroport, il y a des kiosques qui permettent justement de faire toute la partie, par exemple, check-in. On trouve aussi des kiosques au niveau des gares qui permettent de générer de manière automatique des tickets. De la même façon, on peut trouver ça au niveau d'un certain nombre d'organismes. Et tout ça, bien sûr, d'une certaine manière, automatise des tâches répétitives et monotones et routinières et les remplace, donc remplace le travail de l'humain par des automates ou des kiosques qui vont permettre de faire ce travail. Donc cette étape aujourd'hui dans laquelle on s'inscrit, elle est encore plus importante parce qu'aujourd'hui, on va dire, on passe de l'automatisation de choses, on va dire, d'un niveau bas en termes intellectuels et cognitifs à de l'automatisation de certaines choses qui sont qui sont beaucoup plus fondamentaux et beaucoup plus, on va dire, impactants. Donc on a commencé d'abord par automatiser, bien sûr, des tâches répétitives manuelles, puis on a commencé maintenant à automatiser des tâches répétitives intellectuelles, donc en commençant par la conduite, en commençant par ce que je viens de dire par rapport à des process standards, mais de plus en plus aussi, on commence à automatiser de la décision. C'est-à-dire, on commence à avoir des algorithmes qui vont prendre un certain nombre de décisions qui aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, sont encore prises par des humains. Alors, exemple concret, aujourd'hui pour du recrutement, il est clair qu'aujourd'hui, on commence à constater voilà, que la partie recrutement chez un certain nombre de grands organismes, on peut prendre l'exemple d'Amazon, le recrutement a commencé à être automatisé. C'est-à-dire que c'est des algorithmes qui vont analyser les CV, qui vont scorer ces CV et qui vont potentiellement, suite à éventuellement des entretiens automatisés via chat, vont pouvoir décider quels sont les meilleurs candidats par rapport à un poste particulier. Voilà, donc ça c'est un exemple, il y a d'autres exemples. Je vais revenir à cet exemple tout à l'heure quand je vais parler aussi de ce que ça ramène comme risque. Mais à part ce type de décision, il y a des décisions financières. La dernière fois, on avait parlé aussi de décisions dans le domaine de la finance, de la bourse, etc. Il y a des décisions aussi d'ordre stratégique pour l'entreprise qui commencent à être automatisées. Donc, dans le passé, on avait tendance à parler d'outils d'aide à la décision. De plus en plus aujourd'hui, on a des outils qui vont faire la décision à la place soit de l'employé. Donc, encore une fois, on était au début au niveau le plus bas, c'est-à-dire on était principalement au niveau exécution. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va commencer à avoir cette automatisation qui va survenir sur des niveaux un peu plus hauts, c'est-à-dire sur des niveaux de management et des décisions stratégiques. Donc voilà, ça c'est un peu, on va dire, on va dire la manière avec laquelle aujourd'hui cette automatisation drivée justement par l'intelligence artificielle va commencer au fur et à mesure à avoir des impacts sur des jobs. Alors, je vais ouvrir une grande parenthèse qui, à mon sens, est très importante, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Et cette parenthèse, elle est justement par rapport à la question de l'impact social de ce type de technologie. Donc, on a très bien vu que la première et la deuxième révolution industrielle ont eu des impacts fondamentaux sur on va dire les travailleurs. On a vu comment, en fait, ça a créé
on va dire des clashs entre les différentes classes sociales. Ça a renforcé éventuellement les écarts sociaux dans la société. Ben, aujourd'hui, comment on peut mesurer l'impact de l'adoption de ce type d'outils? Donc, la dernière fois, j'avais clairement dit que la question aujourd'hui n'est pas une question de se dire est-ce qu'on va y aller ou pas. Je pense que qu'on décide ou pas d'y aller au Maroc, d'autres pays vont le faire et en le faisant, on va de toute façon subir cette transformation au lieu de la driver. Je pense qu'il est... je vous donne une image que je dis toujours par rapport à l'innovation et par rapport à notamment l'innovation technologique. C'est en fait un train. Donc c'est à nous de choisir, est-ce qu'on va le rater? Est-ce qu'on va le prendre? Ou est-ce qu'on va carrément le conduire? Et donc c'est à nous de choisir encore une fois dans quelle position on veut se trouver par rapport à ce train qui de toute façon va partir. Il est déjà là, il est déjà en route, il va arriver à notre station et c'est à nous de choisir dans quelle position on va être. Donc encore une fois, pour revenir à l'impact dont j'étais en train de parler, l'impact il va être considérable. Dans le contexte de la crise actuelle, on a déjà vu, bon, l'annonce a été faite hier, il y a, à cause de cette crise, il y a aujourd'hui plus de 700 000 salariés qui se sont déclarés auprès de la CNSS pour bénéficier de l'aide au chômage, ce qui est vraiment considérable. Encore une fois, il faut qu'on se mette à la place de ces gens-là. Je pense Confluent, c'est une période vraiment difficile. J'espère, sincèrement, et encore une fois, j'ouvre cette parenthèse, mais c'est vraiment important, j'espère sincèrement du fond du cœur que les chefs d'entreprise, que les dirigeants, que les porteurs de projets et que les investisseurs ne vont pas utiliser cette crise pour détruire de l'emploi ou pour faire des fausses économies ou pour essayer de gagner plus. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où la solidarité doit primer et c'est vraiment fondamental qu'on ne fasse, on va dire, du chômage technique ou de la destruction d'emplois que quand c'est vraiment nécessaire à la survie de l'entreprise, du projet ou de l'industrie. Donc, je comprends parfaitement l'impact que cette crise peut avoir sur un certain nombre d'industriels et c'est tout à fait prévisible. J'espère que ça ne va pas durer et qu'on reviendra à la normale. Encore une fois, c'est mon côté optimiste qui parle, mais je pense que c'est fondamental. J'espère qu'on n'aura pas de conséquences plus que ça, mais en même temps, il faut aussi se mettre à la place de tous ces salariés qui aujourd'hui sont en train de perdre leurs sources de revenus, avec un impact qui peut être énorme sur l'ensemble du pays, parce que derrière, c'est la consommation qui va en pâtir, le pouvoir d'achat, et donc bien sûr derrière, c'est tous les moteurs aujourd'hui de l'industrie, de la consommation de services qui va être impacté. Donc voilà, clairement, un message pour justement n'agir que quand c'est vraiment nécessaire et quand c'est des questions de survie. Je pense aussi qu'on doit se solidariser dans ce contexte particulier. Donc encore une fois, pour revenir à la question qui est posée, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un défi et c'est un dilemme qui est posé pour l'ensemble des décideurs, aussi bien économiques que politiques. Aujourd'hui, c'est posé par rapport à cette crise sanitaire, mais on aurait pu attendre 4-5 ans et ça aurait été posé par justement l'automatisation et la robotisation qui va forcément faire détruire beaucoup d'emplois dans l'industrie et qui peut aussi avoir des impacts sur l'emploi au niveau des services. Maintenant, encore une fois, cette réflexion aujourd'hui elle est globale. Il y a eu, comme j'ai dit, pas mal de propositions qui ont été faites, notamment des propositions relatives au revenu universel. Je pense qu'aujourd'hui, l'emploi et le travail tel qu'il a été pratiqué sur les 300 ou les 400 dernières années, il va certainement se transformer et changer. Il va changer fondamentalement sur un certain nombre d'aspects. Donc, encore une fois, on avait déjà parlé du fait qu'on passe d'un travail manuel à un travail un peu plus rationnel. Et aujourd'hui, on est en train de remplacer tout le travail rationnel de premier niveau et on commence à travailler de manière beaucoup plus importante sur des choses, on va dire, plus intellectuellement intéressantes. Bien sûr, en disant ça, ben, il y a une phase de transition qui va se créer. Et dans cette phase de transition, il faut que l'État, je pense qu'il va y avoir un retour à l'État protecteur, donc à l'État-providence, pour justement essayer de compenser l'impact de ce type de technologie sur le travail.
Maintenant, il ne faut pas que ça se limite à ça. Comme j'ai dit là aussi, c'est fondamental aussi que ça soit que l'État s'inscrive dans la création de valeur pour justement pouvoir créer des richesses qui peuvent être distribuées. Donc c'est fondamental aussi que ces technologies soient utilisées on va dire, dans les meilleures conditions et qu'on développe les startups et les sociétés innovantes dans ce domaine pour justement qu'on puisse contrer les impacts économiques que peut avoir cette crise et celles qui vont venir par la suite. Alors, encore une fois, dans cette parenthèse, je voulais aussi parler du contexte du coronavirus. Aujourd'hui, il faut savoir que l'IA et l'intelligence artificielle, il est au centre de beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives qui ont été lancées au niveau mondial autour de cette épidémie. Dernièrement, donc j'ai partagé ça aussi dernièrement, Google vient de mettre de manière complètement ouverte et free à la disposition de l'ensemble de la communauté des datasets énormes qui peuvent alimenter des programmes d'intelligence artificielle. Donc par exemple, toute la dataset de Johns Hopkins University ont été partagés sur ces datasets. Il y a des datasets de l'OMS, il y a des datasets de la Banque mondiale qui ont été partagés et qui aujourd'hui peuvent permettre à nos chercheurs, à nos ingénieurs de commencer à travailler avec pour pouvoir faire de la prédiction, pour pouvoir potentiellement aussi détecter des tendances et à partir de ces tendances potentiellement aider à trouver des solutions aussi pour pouvoir aider les pouvoirs publics et les autorités, éventuellement aussi les entreprises, à anticiper les impacts et l'évolution sur les prochaines semaines et les prochains mois. Donc ça, c'est un des niveaux on va dire, où l'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée de manière massive, justement pour pouvoir prédire l'évolution. Alors il y a aussi un deuxième domaine, c'est le domaine des déplacements des populations. Donc aujourd'hui, les données de déplacement de la population sont des données qui peuvent aussi être utilisées pour faire des prédictions d'évolution des foyers de la maladie. Donc il y a des entreprises coréennes qui ont travaillé sur des sujets de ce type. Il y a aujourd'hui aussi une entreprise en France qui travaille sur ça. Donc l'idée, c'est d'utiliser du big data et des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir faire de la prédiction d'évolution des foyers de maladie sur la base des déplacements et des foyers existants et sur la base des déplacements des populations. Donc même si on est en confinement, il y a un certain nombre aujourd'hui de personnes qui travaillent, qui ont besoin de travailler, qui se déplacent. Et donc aujourd'hui, la data de ces déplacements de manière anonyme ou pas d'ailleurs, et ça pose aussi une vraie question par rapport aussi à la protection des données personnelles, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on est en face d'une crise sanitaire aussi importante, je pense que la question des données personnelles devient subsidiaire par rapport à la question fondamentale qui est la question de la protection de la vie. Donc pour revenir à la question, donc aujourd'hui les données des déplacements des individus qui peuvent être stockés sur la base des déplacements des téléphones portables, c'est une donnée qui est aujourd'hui critique, utile et fondamentale pour on va dire la mesure de l'évolution de la maladie et la prédiction des foyers et de l'évolution des foyers. Donc ça, c'est un deuxième niveau aussi sur lequel on peut utiliser l'intelligence artificielle dans des domaines de ce type. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui de voir, j'ai vu dans le cadre d'un certain nombre d'initiatives de start-up, et notamment celle qui est portée par la PEBI, où j'ai eu la chance et le plaisir d'être dans le comité, on a vu plusieurs start-up qui ont proposé de très belles solutions, justement basées sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la prédiction. Le deuxième niveau qui est important aussi, et ça aussi on a commencé à constater son intérêt et son impact, c'est aussi tout ce qui est conversationnel, et donc toutes les solutions qui permettent de manière intelligente, simple, facile, avec un dialogue automatisé avec le citoyen, avec les personnes concernées, de faire soit du test de symptômes, soit aussi, et de manière de plus en plus importante, de l'information et de la sensibilisation de manière poussée. Donc encore une fois, ça aussi c'est un axe sur lequel l'intelligence artificielle est utilisée, et notamment une technologie particulière qui est le NLP. Donc le NLP, il est utilisé aujourd'hui justement dans tout ce qui est chatbot, etc. Alors, troisième type de technologie, on a vu par exemple une application en Tunisie. Donc
comme quoi ce pays, avec tous les développements qui sont en train de se faire à l'intérieur, commence à devenir précurseur sur un certain nombre de choses. On a vu un robot doté d'intelligence artificielle qui circulait dans la rue et qui, en fait, accostait les personnes qui sont présentes pour leur demander, les sensibiliser et leur demander de rentrer chez eux ou de vérifier est-ce qu'ils sont en train de sortir pour des raisons qui sont urgentes et importantes. Donc là aussi, un très bon cas d'application qui, à mon sens, vient d'un pays comme la Tunisie et ça nous donne espoir par rapport aux choses qu'on peut faire dans le prochain futur aussi au Maroc. Il faut aussi savoir que de plus en plus d'entreprises commencent à publier en open source un certain nombre d'applicatifs basés justement sur du machine learning, etc., et qui peuvent permettre soit d'aller plus loin en termes de diagnostic, et donc potentiellement, on ne va pas dire remplacer des tests de dépistage, mais au moins aller vraiment loin dans cet aspect diagnostic, soit aussi dans la possibilité de trouver des solutions. Donc voilà, ça c'est un peu on va dire les zones d'application et les cas d'application, on va dire, les plus communs et qui, à mon sens, dès aujourd'hui, commencent à avoir de l'impact. Je sais aujourd'hui que même dans le domaine pharmaceutique, on commence à utiliser pas mal d'algorithmes de ce type, basés sur l'ensemble des expérimentations qui ont été faites sur un certain nombre de médicaments, pour pouvoir sortir avec un protocole thérapeutique optimal et avec des résultats qui soient les plus fiables et les plus, on va dire, les plus positifs possibles. Donc voilà, on va dire, 3 grands domaines dans lesquels aujourd'hui l'intelligence artificielle peut aider, pas à remplacer des emplois, mais surtout à sauver des vies et à aider des malades dans des situations critiques en relation avec cette pandémie. Maintenant, encore une fois, à nous, et je pense là, je fais appel aussi à tous les chercheurs qu'on a au Maroc, j'ai confiance au fait qu'aujourd'hui, on a la capacité, avec les données qui commencent à devenir disponibles, on a la capacité au niveau des universités, des grandes écoles d'ingénieurs, des laboratoires de recherche, on a la capacité aussi de participer à cet élan de recherche dans ce domaine. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que le déploiement d'une solution d'intelligence artificielle devient de plus en plus facile, de moins en moins coûteux. Aujourd'hui, un chercheur dans le domaine pharmaceutique, il peut, en créant un compte sur Amazon ou Google, facilement utiliser les algorithmes des uns et des autres pour pouvoir justement commencer à expérimenter des techniques en intelligence artificielle. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, qui sont aujourd'hui dans l'état actuel, qui sont utilisables immédiatement. Donc utiliser les librairies qui ont été publiées, les datasets qui ont été publiés par Google, avec derrière les librairies qui sont fournies par Google ou Amazon ou quelqu'un d'autre, est tout à fait possible immédiatement. Donc voilà, c'est un appel aux chercheurs marocains pour justement participer à cet élan dans ce sens. Très bien, donc ça c'était encore une fois pour parler de l'impact de l'intelligence artificielle en termes de gestion de situation de crise sanitaire, etc. Maintenant, pour revenir aux entreprises, aujourd'hui on a un constat, encore une fois dans le cadre dans le contexte de cette crise, on a un constat, c'est que on a aujourd'hui dans pratiquement la moitié de la planète un confinement total qui a été mis en place, enfin total ou partiel qui a été mis en place par les autorités.